Super. All right. Ben, bonjour tout le monde. Content d'être là avec vous aujourd'hui. Euh, petite info pour commencer. Vous remarquerez qu'à droite, au niveau du chat, pour ceux qui n'ont jamais utilisé la plateforme Beaver, il y a, euh, il y a Général, puis il y a juste à côté, il y a Q&R. Si vous avez des questions au courant de la séance, vous pouvez à tout moment les écrire là, puis on va les adresser probablement soit dans le panel ou plus tard dans la rencontre sans problème, ou peut-être même live dans le chat aussi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet-là. Sur ce, débutons. Donc, bienvenue à notre RD Discutons RevOps, présenté par Gepard et NetSap. L'agenda d'aujourd'hui, on va d'abord, dans un premier temps, discuter de qu'est-ce que le RevOps. Ensuite, on va voir l'ascension du RevOps, pourquoi c'est devenu si populaire. Ensuite, on va voir la méthodologie du RevOps. Puis finalement, la partie la plus intéressante, le panel de discussion avec nos collaboratrices de NetSap, qui va être animé par notre chère Justine. Qui suis-je? Pour ceux qui ne le savent pas, mon nom est Nicolas Fréchette et je suis expert HubSpot chez Guépard. Pourquoi je suis la bonne personne pour vous parler de RevOps aujourd'hui? C'est parce que récemment, HubSpot, en partenariat avec plusieurs entreprises qui utilisent le RevOps, ont monté une certification qui traite du RevOps, qui est une des premières certifications sur le sujet mondialement. Puis moi, j'ai suivi le cours l'été dernier, puis j'ai fait partie, dans le fond, des personnes qui ont gradué ce cours-là, puis qui ont quand même été top of the class, sans vouloir me vanter. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, c'est moi qui vous parle de RevOps. Je travaille pour Guépard. Qu'est-ce que Guépard? En fait, Guépard, ben, on aide les entreprises à optimiser et à automatiser leur processus de vente, marketing et services grâce à HubSpot. C'est un logiciel qu'on est partenaire maintenant depuis 2016. Donc, si jamais vous avez envie d'optimiser vos processus, on est là pour vous. Qu'est-ce que le RevOps? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient se lancer dans le chat pour me dire qu'est-ce qu'ils pensent qu'est le RevOps? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'essayer? Oui, non? Non, pas de problème. Dans ce cas-là, je vais poursuivre. Si on fait une petite recherche sur Google, What is RevOps? Voici ce qu'on nous sort. Il y a une chose importante à voir ici, c'est qu'il y a beaucoup de résultats qui sont sponsorisés. On voit la petite mention ad à côté de chacun des résultats. Ça signifie qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont mettre de l'argent pour capitaliser sur le terme RevOps, qui est effectivement extrêmement à la mode. Ce qui malheureusement va peut-être un peu polluer vos recherches si jamais vous cherchez ce que veut dire RevOps. Donc, be careful what you search for. Selon Google, mettons qu'on passe toutes les ads, puis qu'on commence à aller chercher selon Google c'est quoi la vraie définition de RevOps, voici toutes les possibilités qui nous sortent. Ils nous disent que RevOps, ça aligne le marketing, les ventes et le customer success à travers de la journée. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puis c'est pas tout à fait faux non plus. C'est comme ça ne définit pas vraiment c'est quoi le RevOps. Ça fait juste dire un aspect du RevOps. Ça dit que c'est un mindset, une pratique, une manifestation des opérations internes. Encore une fois, oui et non. C'est pas juste ça le RevOps. Bref, c'est un terme à la mode que tout le monde va essayer de définir et mettre son grain de sel dessus. Mais dans les faits, c'est pas juste ça. C'est pas rien de ça. Qu'est-ce que le RevOps n'est pas? Commençons par ça. Premièrement, c'est pas nouveau. Même si c'est à la mode depuis les dernières années, c'est même d'ailleurs un des termes les plus à la mode du côté de l'entreprise en 2022. C'est pas d'hier que ça existe depuis très longtemps, ça existe quasiment depuis que les entreprises sont des entreprises. C'est pas uniquement l'alignement entre les départements, c'est pas un mindset ou une façon de penser, puis c'est pas une technique secrète ou une formule magique. Donc là, vous allez me dire, mais c'est quoi d'abord le RevOps? En fin de compte, le RevOps, c'est une science. C'est la science qui étudie la croissance durable des revenus. Aussi simple que ça. Ça peut être répliqué et répété. Ça peut être opérationnalisé, ce qui veut dire que les équipes peuvent l'enseigner, l'apprendre, la mesurer, l'améliorer, l'expliquer, puis l'appliquer à leur stratégie de cycle de revenus. Et ça peut être structuré. Donc, on peut la mettre en œuvre en suivant une méthodologie. As simple as that.
Maintenant, on va voir comment le RevOps est devenu populaire. C'est quoi l'ascension du RevOps? J'ai mis cette photo-là ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas nécessairement voir la différence entre le Sales Up et le RevOps, qui est dans le fond pas tout à fait la même chose. Est-ce que le Sales Up est du RevOps? Oui et non. La vérité, c'est que un est amené à l'autre jusqu'à un certain point, mais le Sales Up, c'est vraiment, se concentre vraiment sur les ventes. Mais la génération des revenus ne se produit pas uniquement au niveau des ventes. Puis là, il y a comme une évolution de paradigme à ce niveau-là. Ça, c'est des vraies offres d'emploi, des vraies statistiques sur les offres d'emploi. Autrefois, les gens cherchaient pour des Chief Sales Officer. Maintenant, ils cherchent des Chief Revenue Officer. Des VP Sales Operation versus des VP Revenue Operation. Bref, tout le monde applique le terme revenu, RevOps un peu partout. Mais dans la pratique, malheureusement, il y a énormément d'entreprises que, même s'ils ont changé le nom du poste, ils n'ont pas changé les fonctions derrière le poste. Et là, c'est là que ça devient intéressant de voir. Oups, je suis revenu en arrière par erreur. Quelles sont les causes qui ont amené, dans le fond, à l'ascension du terme RevOps puis du RevOps en général? Évidemment, il y a l'accès de l'information à grande échelle grâce au web. Avant, on s'entend que l'entreprise avait un certain contrôle sur le buyer's journey, dans le fond, le site de vente du consommateur. Si tu voulais acheter quelque chose, souvent les seules personnes qui détenaient l'information sur la chose que tu voulais acheter, c'est la personne qui voulait te le vendre. Donc, les gens avaient un excellent contrôle sur ce genre de choses-là. Puis, il n'y avait pas beaucoup de données comparatives à l'époque, fait que les gens, ils avaient comme pas vraiment le choix de croire ce que tu dis, puis toi, tu n'avais pas vraiment le choix de donner l'information que tu as, puis c'était comme une relation un peu à sens unique, si on veut. Les entreprises sont devenues plus complexes, puis il y a plus de données disponibles que jamais. Donc là, où c'est qu'on donne la tête dans tout ça? Puis, avec l'ascension aussi du modèle SaaS, comme Software as a Service, on a de plus en plus besoin de connaître le Total Addressable Market pour avoir du financement puis être profitable. Parce qu'il faut on combat beaucoup les parts de marché de ce côté-là, puis c'est vraiment un élément extrêmement important. Donc là, on va passer à la méthodologie. Ça, c'est encore des belles petites images qui sortent de Google. Comment on applique le RevOps? On peut voir un petit graphique ici que c'est Platform, Process, People égale RevOps. Il y a un autre qui va nous dire que c'est les 4 piliers du RevOps, la stratégie, l'enablement, l'insight, les outils. Il y en a un autre qui va nous mettre, c'est simple à faire, il va nous mettre l'alignement, le management, le tech stack, le data insights, puis l'organisation. On est un peu plus proche de vérité rendu là. Mais encore une fois, c'est oversimplified, on pourrait dire. Ça, cette slide-là, c'est probablement la slide la plus importante de ma présentation aujourd'hui. Je vous ai résumé un peu le RevOps et la structure complète, dans le fond, de la méthodologie derrière. Fait qu'encore une fois, le RevOps, c'est la science de la croissance durable des revenus qui permet aux équipes de revenus d'enseigner, mesurer, répéter, améliorer, expliquer et, dans le fond, les appliquer sur les stratégies de croissance et l'ensemble du cycle de revenus. Si vous vous demandez c'est quoi la vraie définition de RevOps, probablement que c'est la chose que je vous ai surlignée juste ici. Là. RevOps, c'est la science de la croissance durable. Pour faire la méthodologie RevOps, on a besoin d'ingrédients spécifiques, puis de les appliquer dans un ordre spécifique, comme une recette. Les ingrédients, c'est quoi? C'est votre modèle d'entreprise, c'est votre go-to-market model, c'est vos modèles de données, votre modèle mathématique, votre modèle de croissance, votre tech stack, votre processus de vente. Dans quel ordre il va falloir les mélanger? Il faut commencer par identifier le modèle d'affaires. Ensuite, on identifie le GTM, on identifie le modèle de données, on sélectionne notre tech stack en fonction de ces éléments-là. On configure notre CRM et nos processus pour collecter et synthétiser les métriques. Ensuite, on identifie nos leviers de croissance, puis ensuite, on priorise et on itère tout cela. Bref, à la base du RevOps, c'est les données. Tout part de vos données. Puis comment vous utilisez cette information-là pour générer du revenu. On va plonger un petit peu, on va aller surveiller la première étape, dans le fond, du processus que je vous ai montré. Évidemment, on n'aura pas le temps de suivre tout
les étapes. Aujourd'hui, on aurait comme pour une dizaine d'heures de travail. Donc, on va juste survoler la première. Puis, dans le fond, je vais vous inviter comme à participer. Puis ensuite, on va pouvoir en discuter plus concrètement. Donc, pourquoi le modèle d'entreprise est important? On s'entend, c'est la première chose qu'il faut identifier. Pour commencer, il y a un continuum de modèles d'entreprise. Puis, il faut trouver où votre entreprise a sa place. Dans une des extrémités du spectrum, on a la propriété perpétuelle. Ça, c'est dans le fond, quand quelqu'un achète un produit, puis c'est terminé. Dans le milieu, on a les abonnements. Donc, quand quelqu'un va s'abonner à votre service pour un montant par mois, par exemple, ou pour un contrat annuel. Puis, on a de la consommation. C'est comme you pay for what you get au moment où tu en as besoin. Puis ensuite, that's it. Pour te donner une idée, nous, chez Guépard, on a une entreprise qu'on utilise souvent comme à titre d'exemple. C'est une petite entreprise qu'on a créée qui s'appelle les Scavengers. Les Scavengers vendent des boucliers à toutes sortes d'organisations, comme à Tony Stark et compagnie. Bref, c'est un peu notre petit côté geek. Fait que mettons qu'on prend les Scavengers pour faire des exemples là-dessus. Dans le fond, la propriété perpétuelle, ça serait je te vends une cargaison de 15 000 boucliers une fois que tu les as achetés, sont à toi, terminé. Abonnement, ça serait, mettons, OK, vous avez besoin de boucliers de temps en temps, tout on vous loue genre des boucliers ou par mois, je t'attends que vous en ayez plus besoin, puis à un moment donné, ben, terminé, on n'en a plus besoin, OK, l'abonnement est fini, on reprend nos boucliers. La consommation, c'est OK, pour une bataille spécifique, vous avez besoin d'un bouclier, tu payes, puis après ça, tu me le ramènes à la fin de la journée, puis c'est fini. Bref. Qu'est-ce que ça nous permet de comprendre d'identifier le modèle d'entreprise? Ça nous permet de comprendre les métriques et les variables clés qui sont, dans le fond, la durée du cycle de vente, votre coût d'acquisition, votre win rate par rapport à ce qui va rentrer dans votre pipeline, votre profil de risque, puis votre go-to-market motion. Ici, c'est un petit spectrum, le spectrum dont je vous ai parlé, il est en anglais, mais c'est un spectrum, dans le fond, du business model. Ça fait que d'un côté, vous avez l'ownership, donc propriété perpétuelle. À l'autre extrémité, vous avez la consommation. Vous allez voir que sur le modèle, il y a aussi des années qui sont écrites là, parce qu'il y a eu une évolution. Il y a encore des entreprises qui sont partout sur ce spectrum-là. Mais en 1980, on avait beaucoup plus de perpetual ownership. Vers les années 2000, on a évolué vers le modèle d'abonnement. Vers les années 2010, on est tombé dans dans la consommation à l'usage. Puis, il semble y avoir un retour vers plus l'abonnement dans les années 2020 de manière générale, même s'il y a des produits qui sont disponibles sur tout le spectrum de cette image. Bref. L'effet sur les métriques dépendant de où vous êtes. Sur les sites de vente, par exemple, au niveau de la propriété perpétuelle, ça va prendre de 9 à 18 mois. On s'entend que vous voulez vendre 15 000 boucliers, si on prend notre exemple. Vous voulez vendre 15 000 boucliers, c'est sûr, ça ne se vendra pas du jour au lendemain. Il va falloir comme négocier longtemps, il va falloir comme avoir une entreprise pour rester longtemps dans le pipeline, il va y avoir beaucoup de communication entre le vendeur, le client, etc. On va gagner la confiance pour finalement vendre le produit. Ça va prendre généralement 9 à 12 mois. Au niveau de l'abonnement, on parle de 14 jours à 6 mois, dépendant de à quel point l'abonnement est engageant. C'est-tu un abonnement mensuel que tu peux tout de suite t'enlever le lendemain? Ou est-ce que c'est un contrat de 6 mois, un contrat d'un an, bref. À la consommation, on parle c'est quasiment une décision sur un coup de tête. Là. Ça prend quelques secondes à quelques heures pour se décider. OK, ouais, moi, je vais y aller, je vais essayer de louer le bouclier je vais essayer une journée, puis je vais le ramener à la fin de la journée, puis c'est tout. Au niveau du revenu, au niveau de la propriété perpétuelle, on a expliqué c'est un seul paiement au début, ensuite c'est terminé. À l'abonnement, on parle de contrat multiannuel ou mensuel. Évidemment, à la consommation, c'est basé sur la consommation. Donc, on paie à l'utilisation. Le coût d'acquisition au niveau de la propriété perpétuelle est beaucoup plus élevé. Puis on entend que c'est normal, le cycle de vente est beaucoup plus long. Donc, c'est beaucoup plus d'investissement pour arriver à une seule vente. Par contre, la vente en question va être souvent extrêmement profitable. Au niveau de l'abonnement, encore une fois, c'est un peu moins cher que pour la propriété perpétuelle, un peu plus cher que pour la consommation. Encore une fois, à cause du cycle de vente et la même chose de la consommation. Maintenant, le volume de leads que vous allez avoir. C'est sûr que si vous vendez vos 15 000 boucliers, il va y avoir un faible volume.
Dans le fond, vous avoir très peu de deals, mais ça va être des deals souvent peut-être plus qualifiés parce que le win ratio qui est en lien à ça est de 1 sur 3. Vous allez closer un deal sur 3 en général. On s'entend, c'est une moyenne. Ça change d'industrie en industrie. Versus l'abonnement, qu'on parle d'un volume moyen pour un win sur 5 environ. Et à la consommation, on parle de. Il va y avoir beaucoup de monde qui va entrer dans le pipeline, mais il va seulement avoir une personne sur 8 qui va décider de finalement acheter. Au niveau du risque, le risque, dans le fond, on le distribue entre l'acheteur et le vendeur tout le temps. Au niveau de la propriété perpétuelle, c'est l'acheteur qui va assumer la majorité du risque. Parce que dans le fond, lui, il va. Et c'est pourquoi le cycle de vente est si long d'ailleurs, parce que le vendeur doit le convaincre finalement d'acheter, mais une fois qu'il va avoir acheté, il est un peu pris avec ce qu'il va avoir acheté. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai acheté pour 5 millions de dollars de boucliers. Si finalement les boucliers n'étaient pas si bons que ça, j'ai payé 5 millions de dollars dans le beurre. À l'abonnement, par contre, là, le risque est majoritairement du côté du vendeur parce que il y a encore un peu un risque pour l'acheteur parce que, mettons, il faut qu'il prenne un contrat peut-être de 6 mois. Mais au bout de 6 mois, si je considère que finalement ces boucliers, c'était vraiment pas. C'était de la chenoute, si je peux dire, bye bye, c'est fini. Et à la consommation, ben, tout le risque est au côté du vendeur. Il faut qu'il s'assure que son produit soit extraordinaire parce que dès le moment où quelqu'un le consomme une fois, s'il trouve que ça ne vaut pas la peine, il ne reviendra pas, c'est terminé. Donc, à ce moment-là, le go-to-market focus au niveau de la propriété perpétuelle, vous devinerez que c'est sur les ventes. Dans le fond, c'est vraiment sur les vendeurs, le département des ventes qu'on va mettre dans tout le focus parce que, anyway, nous autres, notre but, c'est on vend une fois que c'est vendu, c'est parti. Au niveau de l'abonnement, on va mettre l'accent et sur les ventes et sur le succès client parce que, dans le fond, on ne veut pas juste vendre, on veut garder nos clients, on veut qu'ils continuent à s'abonner. Et à la consommation, ben, il faut absolument que ce soit le succès client. Il y a même des fois, le vendeur est quasiment plus un préposé au succès client à ce moment-là parce que, dans le fond, le produit se vend tout seul, souvent même sur Internet. Puis, tout dépend du succès client pour savoir si on va continuer, les gens vont continuer à consommer ou à racheter. Je ne sais pas si on a le temps pour un petit exercice. Dans le fond, j'aurais invité des gens à essayer comme d'identifier ce qu'on vient de voir pour leur entreprise. Si ça leur est. Peut-être prendre des interactions dans le chat. Est-ce que vous avez identifié votre modèle d'entreprise en ce moment? Puis des fois, il y a des entreprises qui ont plusieurs. Oh, oui, on a Raphaël de Betula. Est-ce que ça serait quoi ton modèle là-dedans? Je vais retourner à cette slide-là. Probablement consumption, si je ne m'abuse, à la consommation. Ou non, perpétuel. Ouais. Ouais. Oh, excellent. Excellent. Là, si les autres aussi, vous avez identifié là, vos modèles, je vous invite à le mettre dans le chat. C'est super intéressant de voir par rapport à vos différentes industries, parce qu'on a quand même des gens de des industries très différentes dans la salle en ce moment. C'est super intéressant. Exact. Puis toi, Raphaël, justement, est-ce que tu peux me dire, est-ce que les données qui sont là, ça correspond un peu à ta réalité? Parce qu'on s'entend, c'est une moyenne, ça peut changer par industrie, mais étant donné que tu es entre subscription et consumption, est-ce que ça reflète un peu ce que tu vis au quotidien? OK. Ça dépend des produits et services, puis effectivement. Comme on dit, c'est une théorie plus générale, mais évidemment, ça va beaucoup plus loin parce qu'on s'entend que connaître son modèle, c'est juste la première étape. Alors ça, c'est pour savoir où mettre le focus, il faut planifier les efforts à déployer, puis au niveau du marketing, des ventes, services et du success client. Évidemment, c'est pour ça que quand les petites définitions qui disaient que c'est l'alignement des départements, oui, l'alignement des départements dans la méthodologie, c'est crucial, mais c'est pas juste ça. Puis évidemment, pour connaître les métriques à surveiller. Donc, si on voit sur le menu à droite, méthodologie RevOps, c'est juste identifier le modèle. Là, on vient de faire la première étape, qui est juste le début. Ensuite, il faut identifier le GTM, identifier le modèle de données, sélectionner le tech stack. Bref, le vrai travail commence ensuite. Malheureusement, on n'aura pas le temps de rentrer dans tous ces détails-là. Donc, si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Dans le fond, le lien est juste ici. Ça va être disponible aussi après. Puis, c'est Nicolas Stratégie, sinon avec un tiret, fait c'est pas compliqué. Vous pouvez suivre Départ également.
Le lien d'ici, il y a Guépard Communication. Vous pouvez visiter notre site web guépard.tech. Je pensais peut-être justement sur mon profil LinkedIn savoir s'il y avait des gens, si vous voulez m'en parler pour commencer, ou si vous voulez tout simplement savoir, mettons, oui, je vais faire peut-être des vidéos sur le sujet ou peut-être éventuellement d'autres webinaires, ou même peut-être même du coaching privé si un jour ça peut intéresser des gens. Ça pourrait se passer de ce côté-là. Maintenant, sans plus attendre, discutons RevOps. Je te laisse la parole, Justine, et à nos panélistes. Génial. Hey, merci beaucoup, Nicolas. C'était super intéressant tout ça. Puis je pense que tu as mis des extrêmement importantes bases pour ce qu'on va discuter avec l'équipe de Nexap. Je pense que pour la suite, je ne sais pas si tu peux enlever la présentation pour qu'on voit les... Yes, excellent. Parfait. Donc, hey, d'abord, juste vous dire bonjour, mesdames. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Puis, je suis super contente parce que c'est rare que quand on va parler de techno, on va avoir des women in tech, des femmes qui vont être autour de la table. Moi, j'étais comme vraiment contente d'avoir un panel presque exclusivement féminin. On garde évidemment Nico avec nous aussi pour discuter de ça, mais je trouve ça vraiment le fun. Puis, je voulais le souligner que c'est extraordinaire. Fait que je vous présente chacune de nos panélistes d'aujourd'hui. On a d'abord Marie-Ève Marcel qui est avec nous. Allô, Marie-Ève. Hello! Qui est spécialiste produit chez Nexap et Axify. Merci d'être avec nous. On a Audrey Rousseau-Dufresne qui est stratège de contenu chez Nexap. Allô, Audrey. Allô. Merci aussi d'être avec nous. Et on a Sarah Pascal Demers-Dussault qui est responsable de l'expérience client chez Nexap. Donc, bonjour, Sarah Pascal. Bonjour, bien content d'être avec vous. Donc, je vais vouloir que vous me parliez de Nexap et d'Axify dans quelques instants, mais avant, je préfère qu'on apprenne à vous connaître, vous, comme humaine. Chacune de votre tour, j'aimerais ça si vous pouviez me dire quelques mots sur votre parcours, puis sur comment vous êtes arrivé chez Nexap. Puis j'ai une troisième question pour vous déjà dès le départ. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de RevOps avant? Donc, j'ai commencé avec Marie-Ève, si tu veux nous parler un petit peu de ton parcours avant d'arriver chez Nexap. Ben oui, absolument. Donc, de mon côté, je suis, j'aime dire, en expérience client depuis presque 15 ans. Donc, j'ai travaillé vraiment longtemps dans le service à clientèle. Pour ceux qui ont des produits Apple, mon école a été le Apple Store. Donc, c'est là où est-ce que j'ai appris à connecter avec le client, bien comprendre les besoins. Puis, mon arrivée chez Nexap, essentiellement, j'étais coordonnatrice et il y avait un beau défi parce qu'on était en début de commercialisation pour notre outil SaaS. Donc, je me suis dit, je peux probablement apporter quelque chose. Puis, c'est là qu'on a commencé à parler RevOps parce qu'en toute transparence, pour moi, avant, c'était Customer Success is a team sport. Mais on ne parlait pas de RevOps à proprement parler. Donc, ça a été un angle intéressant. Oh, c'est super. Puis je pense que ça va avec beaucoup la popularité du terme aussi dont on parlait Nicolas tout à l'heure. Mais c'est le fun. Puis je ne savais pas, tu vois, que tu travaillais chez Apple avant. Je trouve ça super intéressant parce que je suis sûre que tout ce qu'on a vu tout à l'heure, le modèle d'affaires d'Apple aussi, on pourrait facilement identifier comment ils se retrouvent là-dedans. Puis clairement, ils doivent faire des RevOps aussi de leur côté. Good. Hey, merci beaucoup, Marie-Ève. Sarah Pascal, à ton tour, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours avant d'arriver chez Nexap? Oui, certainement. Donc, je suis arrivée chez Nexap dans le domaine de la vente, mais avant, j'avais un background plus en événementiel, partenariat, puis en planification stratégique. Fait que j'ai fait un peu de tout. Mais en arrivant chez Nexap, en fait, moi, je pensais aller en développement durable. Finalement, je suis allée en développement de logiciels durables. Fait que j'étais bien intéressée à entendre parler un peu plus puis à côtoyer des entreprises. Puis je m'intéressais particulièrement à la start-up. Puis j'étais curieuse de comprendre un peu le modèle d'affaires des startups puis à pouvoir les accompagner, dans le fond, livrer en continu pour aller en phase de commercialisation. Fait que mon collègue David n'est pas là aujourd'hui, mais on est deux, en fait, là, au niveau des ventes chez Nexap. Lui, un peu spécialisé, disons, là, au niveau des plus grandes corporations. Et moi, de mon côté, PME, donc start-up et petite moyenne entreprise. Donc, voilà. Je trouve ça tellement génial, en fait, aussi que, en fait, vous trois, vous couvrez beaucoup des départements qui sont impliqués dans le RevOps, autant au niveau du marketing, dont on va parler avec Audrey, puis du service client, donc Marie-Ève et Sarah Pascal, puis du Customer Success. En fait, les deux, vous êtes impliqués là-dedans, des ventes. Fait que ça va être vraiment très, très intéressant de ça. Puis je pense que Sarah Pascal, je ne sais pas si tu peux le dire, mais tu es au massif en ce moment dans le chalet Nexap.
c'est Oui, ça? exact. On est une douzaine là, en ce moment au chalet Nexap. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ont décidé d'aller en ski parce que les conditions sont magnifiques. Fait que j'ai pris une pause de ski pour venir faire la discussion, puis je vais retourner en ski après. Extraordinaire. Audrey, de ton côté, est-ce que tu veux nous parler de ton parcours puis de comment tu es arrivée chez Nexa? Oui, tout à fait. Ben, moi, je travaille en communication marketing depuis à peu près 7 ans. Puis juste avant d'arriver chez Nexap, j'étais rendue à une phase de ma vie professionnelle où j'étais à la pige. Puis c'est au terme de mon congé de maternité que j'ai décidé de relever un nouveau défi professionnel. Puis je ne pouvais pas passer à côté de la belle offre de Nexap. Puis pour ta question sur les RevOps, moi, drôlement, je n'avais pas entendu parler de RevOps avant d'arriver chez Nexap, mais j'avais des clients en technologie à la pige qui me parlaient plus de DevOps. Donc ça, j'avais déjà entendu parler de ça, mais pas encore de Revenue Ops avant d'arriver chez Nexap. Oh, c'est cool, c'est bien. Puis ils ont des backgrounds qui sont différents. Fait que c'est super intéressant. Merci beaucoup d'être là, Audrey. Donc, maintenant qu'on a parlé de qui vous êtes, mesdames, j'aimerais ça qu'on parle aussi de, évidemment, quelles sont les entreprises pour lesquelles vous travaillez. Donc, est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui voudrait nous parler de c'est quoi Nexap en premier? Puis j'aimerais ça qu'on touche à Accessify aussi, puis qu'on parle peut-être du lien entre les deux. Mais je commencerai donc avec Nexap pour commencer. Sarah Pascal, est-ce que tu pourrais nous parler de qu'est-ce qui est Nexap? Yes. Fait que, tu sais, en gros, Nexap, là, je peux peut-être vous partager là, pour commencer là, la vision de l'entreprise. Là. Notre objectif, c'est d'améliorer le futur de l'ingénierie logicielle. Puis, dans le fond, en collaborant, dans le fond, avec nos clients à produire des produits qui ont de l'impact, puis en outillant les équipes à mieux collaborer. Fait que, globalement, notre grand objectif chez Nexap, c'est comment on fait pour créer des produits qui vont avoir un grand impact. Puis, avec ça, ben, on a des équipes complémentaires de stratégie, design, puis développement logiciel. Puis, de plus en plus, on a une approche, dans le fond, de livraison en continu qui permet, dans le fond, à nos clients d'avoir le meilleur produit possible. Parce qu'on sait, dans le monde du développement logiciel, le marché va super vite. Les users ont des besoins continuellement changeants. Puis les conditions, le contexte d'affaires aussi change beaucoup. Fait qu'on essaie de minimiser le plus possible notre loop de feedback en produisant justement un produit qui va tout le temps évoluer dans le temps. Puis c'est un petit peu la manière de produire, puis notre approche de livraison qui nous démarque des autres entreprises sur laquelle on essaie de focusser. Puis, ben, notre Marie-Ève va en parler, mais notre produit SaaS Accessify vient supporter un peu cette approche-là de livraison en continu. Donc, on est environ là, 75, presque 80 personnes, dont une soixantaine d'experts là, spécialisés là, dans le développement de produits logiciels. Puis, on a réalisé depuis notre fondation en 2014 là, plus d'une centaine de projets. Puis, on est vraiment dans diverses industries médicales, transport, assurance. Puis, on a des clients, comme je disais tantôt, de toute taille. Là. Donc, évidemment, on s'adresse à eux de différentes manières, dépendamment de leurs besoins, mais on a autant des clients dans le domaine de la start-up qui sont vraiment en phase de commercialisation où l'on doit livrer le plus petit produit commercialisable possible. On a d'autres clients qui ont des besoins plus en réingénierie de système ou en développement de nouvelles fonctionnalités qui ont des produits beaucoup plus complexes. Donc, on touche à toutes ces belles entreprises-là qui ont des enjeux différents. C'est génial. Puis je pense que Nexap a tellement une croissance qui a été fulgurante là, dans les dernières années. Là. Puis je pense que c'est beaucoup dû à cette approche-là qui est géniale. Puis la belle culture d'entreprise aussi que vous avez, là, comme on va le dire tout à l'heure, avec les belles initiatives qui ont été mises en place pour votre équipe. Là. C'est vraiment... Vous êtes une belle équipe, ça c'est clair. On était super contents de vous avoir avec nous, entre autres, pour cette raison-là. Sarah Pascal, tu as touché donc à Accessify un petit peu, tu en as parlé. Marie-Ève, Audrey, voudrez-vous nous dire c'est quoi Accessify? Absolument. Ben, j'aime dire que Accessify, c'est le bébé de Nexap qui est né justement de la croissance puis de la qualité qu'on voulait maintenir. Donc, comme Sarah Pascal l'a dit, on vise à supporter justement le développement logiciel, la livraison en continu, puis de rendre visible les indicateurs qui nous permettent de monitorer justement est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'on est en croissance, est-ce qu'on a des bloquants à adresser, est-ce que nos équipes vont bien aussi, qui est un élément vraiment très important pour nous, puis chez nos clients de plus en plus, vraiment qui nous le partagent. Surtout avec la réalité des dernières années, là, on s'entend, il y a quand même des roulements dans les entreprises, puis la ressource la plus précieuse, peu importe dans quel domaine on travaille, si on est en développement, ben, c'est les humains justement qui codent. C'est une équipe qui va bien,
on peut voir une influence, un impact finalement sur le niveau de collaboration, sur la qualité de ce qui est livré aussi. Puis nous, du côté justement Customer Success, c'est quelque chose qu'on vise à transmettre à nos clients aussi, par la proximité qu'on a, le feedback utilisateur. Ça les aide eux, ça nous aide nous en tant que Nexap, puis Axify continue de grandir avec ça. C'est extraordinaire. Puis je pense que ce côté-là, toute l'importance que vous accordez à la rétroaction, on va en parler un petit peu plus tard, mais je pense que ça a été un gros atout pour le fait de commencer justement à discuter RevOps, puis la manière dont le RevOps fonctionne, qu'il y a beaucoup d'itérations. Comme Nicolas parlait tantôt, une fois que certaines initiatives qui sont mises en place, on apprend, puis on essaie des choses, et puis on s'améliore constamment. Puis c'est comme très, très en accord avec ce que vous faites chez Nexap et chez Axify. Absolument. Puis, pour faire du pouce sur quelque chose que Nicolas a mentionné tantôt, justement, l'exercice de où est-ce qu'on se situe, vous avez remarqué que Sarah Pascal a mentionné qu'on travaillait en collaboration avec des clients, donc on a un côté service, mais Axify est une solution SaaS. Donc, ça nous donne quand même une belle visibilité puis une belle expérimentation sur différentes approches, différentes façons de mesurer et de gérer le RevOps. Donc, c'est pour ça que la plateforme grandit encore autant. Le modèle SaaS donne beaucoup de flexibilité. Donc, s'il y en a qui hésitaient avec le modèle SaaS, allez-y, ça vaut vraiment la peine. C'est excellent. C'est génial. Puis, je sais que quand on s'est rencontrés, en fait, avant ce panel-là pour discuter un peu de quoi, justement, on allait parler. Puis, on a abordé le fait que c'est Jonathan Lessard, un des cofondateurs de Nexap, qui a parlé pour la première fois de RevOps. Puis, je pense que Marie-Ève, j'avais donné un petit devoir, si tu pouvais savoir avec lui, c'était quoi qui est à l'origine de tout ça? Est-ce que tu as réussi à avoir cette réponse-là? Absolument. Puis, c'était intéressant de se dire, hey, il me semble que ça fait quand même longtemps, mais ça fait pas tant longtemps que ça. Mais c'était dans une discussion avec un de nos collaborateurs, probablement que plusieurs d'entre vous le connaissent, Sébastien Leduc, donc qui est très impliqué au Québec, mais aussi aux États-Unis pour conseiller des équipes. Puis on était avec un client à ce moment-là et la notion de RevOps, d'arrimer justement, de briser les silos, d'expérimenter ensemble en équipe, d'apprendre, puis de vraiment, au lieu de juste se passer la POC et d'être interdépendant, d'être vraiment collaborateur tout au long de ce processus-là. Donc, nous, on a eu notre kick-off RevOps, c'était à la fin de l'hiver dernier, donc ça va faire bientôt 1 an, si je ne me trompe pas, ou au printemps. Donc, à peu près. On a l'impression que c'était hier. Complètement fou. Puis c'était vraiment dans l'optique de briser les silos qu'on avait. C'est quelque chose avec le développement continu, réduire la loupe de feedback, qu'on essaie de création de silos. On a amené cette méthodologie-là au niveau du RevOps. Il y a quelque chose que je vois beaucoup qui est important pour briser les silos, c'est beaucoup la communication entre les équipes. Puis comment ça s'orchestre, ça, chez Nexap et Axify, cette communication-là? Si on parle vraiment de ce que vous faites à l'interne pour arriver à communiquer de cette façon-là, qu'est-ce que vous avez mis en place? J'aimerais ça sauter là-dessus parce que s'il y a des marketeurs dans la salle présentement qui nous écoutent, vous êtes probablement habitués, moi dans le passé, c'était ça en tout cas, d'avoir un peu à vous battre contre les ventes plutôt que de travailler avec eux. Créer du contenu qu'eux n'utilisent pas ou vous faire demander des choses que vous dites ça ne me sert à rien de créer ça parce que ça ne répond pas à un besoin de user ou peu importe. Fait quelque chose qui est super intéressant avec le RevOps, puis malgré que Nico dit que c'est pas seulement de l'alignement, mais ça aide quand même à ça également. Bien, ça aide à justement mieux communiquer tout le monde ensemble. Puis dans le fond, nous, on a établi plusieurs cérémonies, plusieurs rituels pour mieux communiquer. On a aussi des outils de communication à l'interne là, comme Slack et tout pour se garder au courant, garder une belle visibilité. Puis juste de mieux se parler pour comprendre les besoins de part et d'autre, puis essayer justement de créer des choses ensemble plutôt que chacun de notre bord, finalement, personne ne l'utilise ou ça ne fonctionne pas. Ça a été une première étape qui nous a vraiment aidé à justement travailler sur des éléments qui ont plus de valeur pour toute l'équipe versus seulement un département ou une personne. Puis, justement, c'est quand on parlait de ces rituels-là que vous avez mis en place, puis ces moyens de communication-là, on a parlé, donc, il y a Slack, je pense que vous avez des canaux qui sont dédiés au RevOps. Au niveau de vos rituels, c'est quoi la fréquence du type de rituel que vous avez, des rencontres de rétroaction aussi? Bien, ça a beaucoup varié dans la dernière année. C'est ça, on fait encore des essais-erreurs, là. Ça a beaucoup varié. Au départ, on avait un Scrum à chaque semaine.
tout le monde ensemble, où est-ce qu'on regardait nos objectifs en cours, comment on peut collaborer ensemble, est-ce qu'il y a des tâches qu'on peut faire avancer, etc. Là, on l'a mis maintenant aux 2 semaines parce qu'on a aussi d'autres canaux plus asynchrones où est-ce qu'on se met, on met nos idées en commun. On fait également une rétro à... Ben là, on est-tu rendu aux 3 mois, les rétros? Ça a beaucoup changé récemment. Ouais, On est rendu 3 mois pour les rétros. Puis une revue à chaque mois. Donc, la revue, là, on passe vraiment plus de temps ensemble. On regarde qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui va être fait. Voilà. Si je peux ajouter, dans le fond, là, je pense qu'une des clés du succès de RevOps, là, tantôt Nicolas l'a dit, là, il y a comme eu un changement de paradigme. Là, la génération des revenus ne revient pas seulement aux ventes. Puis notre objectif commun en RevOps, c'est-à-dire marketing, c'est Audrey, vente qui est moi et David, on sépare ça, puis Customer Success, moi et David également. On est comme devenu un peu imputable de la réalisation du plan de croissance au niveau des revenus. Fait qu'on a des objectifs de génération de revenus par corps. La génération de revenus, c'est à la fois Audrey, moi, David, Marie-Ève, au niveau du plan de croissance, qui en est imputable et pas juste les ventes. Puis là où c'est intéressant, c'est que, puis là où on a pu s'aligner, c'est quoi les objectifs puis les key metrics qui nous permettent, dans le fond, de suivre l'atteinte de nos revenus. Puis, si on se rend compte que nos leads ne sont pas bons, qualifiés, Audrey a un impact là-dessus parce que c'est elle qui crée le contenu. Donc, on s'aligne avec Audrey pour s'assurer que nos métriques puis nos marketing qualified leads qui rentrent, on a une bonne conversion vers les sales qualified leads. T'sais. Donc, le fait de s'aligner puis d'aligner notre customer journey, ça nous a permis de rendre tous ces gens-là, marketing, customer success, vente, imputables de la réalisation du plan de croissance et non pas au niveau juste des ventes. Puis, customer success quand même, moi et David sommes responsables et imputables du renouvellement puis des upsells qu'on fait pour nous permettre de réaliser le plan de croissance aussi. Fait que je pense que les rituels, mais dont la définition des objectifs puis des key metrics a vraiment permis de s'aligner sur la même chose, puis nous permet, dans le fond, de définir vraiment comment on fait pour collaborer ensemble. Puis ce qu'on fait chaque semaine, c'est suivre ces métriques-là, puis regarder, on est-tu aligné, puis est-ce que nos initiatives sont dans la bonne direction pour atteindre notre plan de croissance. Puis c'est ce qu'on réaligne chaque semaine quand finalement on se rend compte que les targets qu'on s'était fixés, finalement, on ne les atteint pas. Parfait. Bon, Audrey, y a-tu quelque chose à faire au niveau marketing? Dave, y a-tu quelque chose à faire au niveau des ventes? Donc, je pense que c'est là où il y a comme la force du groupe dans les rencontres, dans le fond. C'est génial. Puis vous participez, c'est ça, vous travaillez en équipe pour ça. Je vois que les gens le soulignent dans les commentaires, mais effectivement, c'est très hot. C'est très hot. Bravo, mesdames. C'est quoi justement les key metrics que vous regardez? Ça, j'aimerais ça rebondir là-dessus parce que, tu sais, Nicolas t'a présenté l'ordre dans lequel, tu sais, on aurait dû peut-être faire des RevOps. Évidemment, dans la vraie vie, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. C'était plus un jeu de serpent-échelle. On a fait du back and forth, on a eu des growing pains. Mais un exercice qu'on aurait aimé faire plus tôt, parce que là, en ce moment, on a réussi à trouver des KPI grâce à cet exercice-là, c'est qu'on s'est assis, mettons, pour la portion Next App Service. Moi, Sarah Pascal, David, on a tout mappé le Customer Journey. On a tout mis à chaque moment de quelles données on a besoin, comment ça se transmet dans HubSpot, qu'est-ce qu'on va faire comme étape, c'est quoi, comment qu'on mesure le succès. Puis, il y a beaucoup de nos KPI qui sont de faire passer justement le lead d'une portion à l'autre. Puis comme Sarah le mentionnait tantôt, c'est pas juste les ventes qui ont un ratio de vente puis qui doivent closer des contrats. Si moi, je leur envoie des leads qui sont pas qualifiés, j'ai un travail à faire là-dessus. Fait comment qu'on mesure justement si le lead est bien qualifié et tout. Fait que c'est vraiment ce gros travail-là de mapper le Customer Journey qu'on aurait dû faire dès le début qui nous a permis de sortir tous ces KPI-là qu'on veut mesurer pour savoir le lead, est-ce qu'il se rend jusqu'à la fin, puis sinon, pourquoi? Puis là, on peut backtracker puis revenir puis faire des modifications. Mais sinon, je te passerai la POC, Sarah ou même Marie-Ève, pour vos KPI que vous suivez aussi plus précisément. Là.
Yes. Je peux commencer pour Nexap Service, puis Marie, si tu veux, pour Accessify, etc. Donc, d'ailleurs, un de nos KPI, c'est notre ratio de MQL vers SQL. Là. Donc, c'est quoi notre ratio de Marketing Qualified Lead qui sont qualifiés pour aller en Sales Qualified Lead? Fait que Audrey a comme une responsabilité, dans le fond, d'attirer les bons clients. Puis pour ça, une des initiatives, entre autres, ça a été de développer un client scoring. Donc, on a commencé à créer une grille pour qualifier nos clients, puis voir lesquels se qualifient, puis c'est quoi les critères qui nous permettent de les qualifier. Puis évidemment, c'est un travail des ventes, mais Audrey est quand même très impliquée parce qu'elle, de savoir c'est qui nos clients idéaux qui vont avoir le plus grand scoring, pour elle, ça lui permet après ça de savoir comment j'adresse mon message, comment j'oriente mon message, sur quels canaux je communique. Donc, il y a une de ces métriques-là qui est très importante. Évidemment, le win rate. Donc, comment on passe d'un Sales Qualified Lead à un close deal, dans le fond. Donc, comment on est capable de faire ça. Notre sales cycle également. Donc, on voulait réduire notre cycle time. Puis pour nous, personnellement, en tant qu'entreprise de service, ça passe par minimiser le temps d'estimation. Puis ça passe par justement une approche de livraison en continu. Donc, c'est la vente en service. Nous, c'est souvent quand même des montants importants. Donc, ça peut être des durées là, de comme 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois pour la vente. Puis évidemment, plus on est capable de closer la vente vite, mieux c'est. Donc, c'est une autre métrique qu'on calcule. Par la suite, on voulait... je vais juste aller voir mes petites notes. On avait également visé un client scoring de 70%. Fait que c'est un pourcentage qu'on voulait se donner. Puis avoir, dans le fond, des leads qualifiés qui allaient rentrer là, chez Nexap. Puis, ça fait pas mal le tour. Il y avait une autre donnée qui était d'augmenter notre marge brute par projet. Mais ça, c'est vraiment plus propre, dans le fond, là, à la réalité là, de Nexap au niveau du service. Si je peux me permettre, Sarah, parce que tu me fais penser comment tu te présentes. Justement, tu sais, Nico, il parlait que le RevOps, c'est justement la science de... Peux-tu me le répéter, Nicolas? C'était quoi exactement que tu as dit? la croissance, les revenus? Exact, c'est la science de la croissance durable des revenus. De la croissance durable des revenus, c'est ça. Fait, dans le fond, toutes les métriques qu'on a choisies, c'est dans un but de non seulement attirer des leads, donc attirer un nombre de MQL qui transfèrent vers les ventes, mais aussi d'attirer les bons leads, donc que ce soit des gens aussi qui scorent haut dans notre client scoring. Donc, tout ça dans le but justement d'avoir cette croissance durable-là des revenus en ayant un pipeline en santé, puis avoir tout le temps des nouvelles opportunités qui viennent à nous, puis que nous, on peut aller qualifier après pour choisir les meilleures opportunités pour nous. Puis, tu sais, je veux juste spécifier, là, on n'a pas de données présentement au niveau du customer success, fait qu'au niveau de la fidélisation des clients, puis c'est un peu parce que notre objectif était vraiment plus au niveau des ventes dans ce corps-ci. On a vraiment un bon taux de fidélisation puis de renouvellement de nos clients. Fait qu'on a comme expressément, dans le fond, là, mis l'emphase sur la vente. Fait qu'on a une nouvelle approche, justement, que je parlais tantôt de livraison en continu. Cette approche-là, on la teste auprès de clients, fait que c'est quelque chose de nouveau qu'on teste, mais ça reste que nous, dans notre tête, on a tout le temps, puis on a des forecasts aussi qui nous permettent d'avoir de la visibilité sur le renouvellement de nos ententes avec nos clients. C'est juste qu'on a mis moins l'emphase là-dessus, donc c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voulait tracker, mais moi, personnellement, puis David, c'est quelque chose quand même qu'on garde en tête. C'est juste moins mis de l'avant, là, ce corps-ci. Peut-être, je sais que Marie-Ève, on va y aller avec toi aussi, probablement pour certains des indicateurs. J'ai une question, par contre, du côté du chat. Donc, Raphaël demandait si votre ratio de MQL vers SQL, c'est quoi environ? Donc, si c'est pas indiscret. Non, c'est une super bonne question. Puis, dans le fond, en toute transparence, on vient tout juste de commencer justement à calculer ce KPI-là, puis ça nous a fait rendre compte, puis ça, c'est peut-être de quoi que vous allez vivre aussi si vous faites cette transition et que vous voulez avoir plus de données. Ça nous a fait rendre compte qu'il y avait plusieurs choses dans HubSpot qui n'étaient pas catégorisées comme il fallait pour avoir justement des ratios simples qu'on peut afficher dans un dashboard. Donc, on est en train de refaire nos étiquettes puis de justement tout replacer
nos workflows pour que tout se fasse plus automatiquement pour qu'on puisse voir nos résultats plus clairement. Fait que, premièrement, nos MQL n'étaient pas tagués comme MQL, ils étaient tagués, tout le monde qui rentrait dans HubSpot était tagué comme un lead, peu importe la source. Donc, ça, c'était plus difficile d'aller tracker. Donc là, je l'ai tracké manuellement récemment, ce taux-là. Puis, même chose pour SQL. Ben là, on est encore en questionnement. À quel moment le lead devient qualifié par les ventes? Est-ce que c'est quand ils parlent aux ventes? Est-ce que c'est quand on leur envoie un formulaire et nous donne plus de détails sur le sujet? C'est quand exactement? Fait que ça va nous aider aussi à mieux définir le ratio. Mais pour répondre à ta question, on s'est mis un benchmark pour l'instant de 13% parce que c'était la norme qu'on avait vue en B2B selon Salesforce. Et nous, présentement, on est à un peu plus de 3% avec ce que j'ai regardé manuellement. Fait que c'est pas une science exacte, mais c'est notre point de départ pour s'améliorer pour la suite. Je trouve ça vraiment génial aussi que tu parles du fait que c'est pas parfait comme ça, tu sais, parce qu'une fois qu'on a identifié ces metrics-là, je dirais que c'est comme le début, encore une fois, du travail. C'est-à-dire qu'après, il faut s'organiser pour les récolter, ces données-là. Puis c'est difficile quand on les a jamais récoltés avant ou pas de cette manière-là, ou justement que tout le monde rentrait comme des leads, qui est comme un paramètre par défaut d'HubSpot aussi. Tout le monde exact. d'HubSpot, c'est ça qui se passe, là. Puis juste précision, là, tu sais, pensez pas que les seuls leads qui rentrent, c'est les 3% qui convertissent, là, dans le sens que non, c'est ça. Audrey mentionne qu'on a comme une conversion de 3% de MQL à SQL. Par contre, la majorité de nos leads ne rentrent pas en MQL. La majorité de nos leads rentrent déjà en SQL, soit par des références, soit par des gens, des clients qui connaissent Nexap, soit par les associés qui connaissent des personnes aussi. Fait que pensez pas que nos clients qui rentrent chez Nexap, c'est ce 3%-là. Là, fait que c'est une minorité de nos leads en ce moment qui rentrent via les Marketing Qualified Leads. C'est ça, bon point. Les MQL, dans le fond, pour nous, puis la définition peut varier d'une entreprise à l'autre selon les actions marketing que vous faites. Mais pour nous, c'est vraiment des gens qui rentrent en inbound avec des publicités, avec des formulaires de conversion. Là, donc, c'est quand même niché comme source de leads. Je pense que c'est tellement important comme nuance ce que tu as apporté, Sarah Pascal, aussi, parce qu'effectivement, quand une entreprise est en croissance comme ça, puis que justement, c'est beaucoup les gens qui arrivent vers vous puis qui sont prêts tout de suite à parler aux ventes, bien, c'est sûr que le taux de SQL va être comme vraiment très, très grand. Puis souvent, les entreprises vont avoir tendance à moins prioriser justement la génération de prospects au niveau MQL, ou même lead ou abonnés, là, pour ceux qui utilisent aussi ces stades-là du buyer's journey. Donc là, ça fait en sorte que effectivement, on a l'air d'avoir comme des taux moins fort de MQL et tout, mais en réalité, c'est juste logique parce qu'il y a tellement de leads entrants qui arrivent, qui sont prêts, que le reste n'a pas été encore mis en place ou pas encore été priorisé, ce qui est comme beau dans votre histoire aussi, là, comme vous en avez. Exact. Tout dépend de la valeur des clients potentiels aussi. Nous, c'est ça qu'on doit regarder également. Là. Si vous avez un SaaS qui est à, je sais pas, 100 $ par mois, donc la personne vous rapporte 1200 par année, ça vous a coûté 20 $ de pub à aller la chercher, mais que vous avez dépensé, je sais pas, 200 $ de pub, puis vous avez eu comme 10 personnes qui n'ont pas converti, vous en avez une qui a converti, ben ça vaut quand même la peine. Fait que tout dépend aussi, ces ratios-là, là, ça reste des benchmarks, mais reste que vous devez vous mesurer contre vous-même aussi pour voir selon vous, vos investissements, selon ce que vous allez revoir comme retour avec ce client potentiel-là, là, si ça vaut la peine ou pas. C'est extraordinaire. C'est très, très précieux, toute l'information que vous nous donnez en ce moment-là. Ça rend tellement les choses plus concrètes aussi, là, parce que, bon, qui parle données, parle des fois aussi de quelque chose qui a l'air qui n'est pas évident à comprendre au départ. Là. Je pense que c'est ça quand on parle de RevOps, c'est souvent ce qui arrive. Les gens sont quand même un peu confus. Fait que là, ça rend très concret tout ça. Marie-Ève, je sais que tu as aussi des données qui, de ton côté, des metrics que tu identifies et que tu suis. Est-ce que tu peux nous en nommer quelques-unes aussi? Absolument. Puis, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on est sous le même parapluie, bien, on utilise exactement le même CRM, on utilise exactement les mêmes champs, on a beaucoup de clients qui sont les mêmes. Fait que là, il y a toujours la question de « OK, mais il est rendu SQL côté service, moi, il est juste MQL côté Axify, qu'est-ce qu'on fait? » D'où la communication. Faites-vous des rétros, posez-vous des questions, challengez-vous. C'est vraiment le secret. Mais avant de rentrer dans les métriques, si je peux vous partager un truc qui nous a aidés, puis c'est encore en évolution, c'est quand vous mettez des sources d'entrée de données pour vos leads, mettez justement des updates du Lifecycle Stage là-dedans pour que ça le fasse pour vous. Fait que ça va vous aider justement à calculer votre conversion en fonction de cette source externe-là d'entrée. Donc, shout-out aux automatisations et aux formulaires.
Côté métrique pour Axify, on suit bien entendu le taux de conversion MQL, SQL. En toute transparence, par contre, étant donné qu'on est relativement jeune comme plateforme, c'est-à-dire on n'a pas encore 10 000 usagers, j'aimerais vraiment beaucoup, mais on a quand même un beau chemin pour se rendre là. C'est principalement des outreach ou des clients existants côté service dans lesquels on a fait du upsell qui nous a amené notre clientèle actuelle. Donc, c'est des beaux contrats. Les gens nous faisaient confiance pour renouveler, aller chercher des équipes supplémentaires. Et là, en plus, ils viennent chercher notre expertise, nos bonnes pratiques et notre outil SaaS pour aider leurs autres équipes. Donc, c'est un modèle d'affaires très intéressant. Mais sinon, dans l'ensemble, on est très product-led growth. Donc, on va aller voir le time to activation, le fameux temps avant d'avoir le aha moment. On va voir le feature usage index. On va voir le taux d'activation. On va aller regarder aussi le taux d'engagement, les guides qu'on met dans l'application, les articles d'aide qu'on crée. Est-ce que les gens interagissent avec ça? Puis si on ramène ce concept-là au niveau des infolettes, les astuces, les bonnes pratiques, les textes qu'on partage, est-ce que les gens vont consulter ça? Je donne un exemple concret pour ceux qui touchent peut-être au développement logiciel. On a sorti récemment des articles sur les métriques de Dora qui sont des excellents indicateurs de performance et de stabilité au niveau du développement. De voir que les gens regardaient justement nos articles là-dessus, ça a été une bonne validation de dire il faut qu'on continue de développer sur cette fonctionnalité-là. Donc, toujours un petit peu d'aller au-devant du marché. Et bien entendu, au niveau de la rétention et du référencement, est-ce que les gens reviennent dans la plateforme? Est-ce qu'il y a un risque de churn? Est-ce qu'on a un bon NPS et que les gens nous réfèrent? Est-ce qu'ils sont satisfaits de l'outil? C'est toutes des métriques qui, au fil du temps, il y en a probablement d'autres qui vont venir s'ajouter, mais au stade où on en est, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement précieux pour la commercialisation, savoir si on a le bon message, si ça résonne, mais aussi pour l'équipe qui développe le produit. La loupe de feedback pour l'équipe de commercialisation, elle est là, elle est importante, mais pour l'équipe qui développe le produit, s'assurer qu'ils développent la bonne chose pour le marché qu'on vise, c'est le fondement finalement. Puis, ça t'amène tellement un bon point aussi. Comment est-ce que vous partagez ces métriques-là, mettons, avec le reste de votre équipe? C'est quelque chose qui est, je dirais, à l'huile de coude présentement. Donc oui, on a des dashboards d'HubSpot, bien entendu, qui sont préparés, mais on s'est fait tout simplement un product wall dans Miro et on collabore là-dedans avec l'équipe pour le produit, justement. Donc oui, c'est définitivement un work in progress. On a des sections qui s'ajoutent à chaque mois ou presque. Donc, ça nous permet de sensibiliser l'équipe aux objectifs qu'on a en termes de commercialisation. Puis, eux nous sensibilisent à savoir c'est quoi les prochaines expérimentations qu'ils vont faire, c'est quoi les prochaines itérations de la plateforme aussi. On a aussi, j'allais juste dire, c'est des métriques qu'on partage aussi avec toute l'entreprise, là, pas à toutes les semaines, mais on a plusieurs rituels aussi avec toute l'entreprise où est-ce qu'on a de la visibilité sur les différents départements et quelque chose sur lequel on a de la visibilité à tous là, pour les garder au courant, dans le fond, de ce qui se passe dans les différents départements. On utilise également un outil qui s'appelle Leapsum, qui est une plateforme où on écrit on définit nos objectifs, puis on peut suivre nos key metrics. Donc, c'est l'ensemble des objectifs de l'entreprise, dans le fond, sont disponibles dans cette plateforme-là. Puis toutes les key metrics également. Fait que, c'est au niveau des RH, des opérations, de l'équipe RevOps, des grands objectifs d'entreprise, tout se retrouve là et c'est accessible pour tout le monde, dans le fond. Fait que n'importe qui voudrait suivre les objectifs et l'avancement des key metrics de l'équipe RevOps pourrait aller voir notre avancement. Puis comme Audrey l'a dit, on a, durant les trimestriels, on fait souvent justement état des objectifs et des key metrics qu'on a suivis. Puis on a également des show and tell, des fois où on va partager certains objectifs et key metrics qui vont avoir été définis dans les différentes équipes. Fait qu'il y a différents moments là, qui sont... puis on fait beaucoup d'itérations là, chez Nexap. Là. On n'est jamais vraiment dans le statu quo. Là. Fait qu'on fait beaucoup de tests pour justement créer de la transparence, de l'alignement au sein des équipes. Là. Fait que, il y a différentes manières de le faire, mais je pense que Leapsum est quand même un bel outil qui nous permet d'avoir la visibilité de manière horizontale pour tout le monde. Puis je pense que le nom a été nommé dans le chat aussi, là, si vous voulez aller voir. À date, on a Leapsum, on a Miro aussi qui a été nommé, qui était utile pour vous. Puis on a évidemment HubSpot, puis on reparlera aussi de d'autres outils que vous utilisez dans quelques instants. Par rapport à...
On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais justement, est-ce que le fait que vous travailliez déjà en agilité avant, ça a été comme un avantage pour vous de commencer à Tellement. faire ça là? Tellement. C'est, parenthèse, psychologie des humains. Lencioni, pyramide de Lencioni, je recommande fortement. Une équipe qui a peur de se challenger et qui a peur des conflits est une équipe qui nuit à sa propre productivité et son propre succès. Donc, cette transparence-là, ce désir d'évoluer ensemble pour le bien de l'équipe, pour le bien des clients aussi, nous, ça fait partie de notre culture depuis vraiment longtemps. Les équipes se parlent entre elles, parlent avec les clients côté service. Axify amenait justement des sujets de discussion. Bien, on a juste gardé ce mindset-là, puis on a continué de se challenger. Puis malgré le fait qu'on a des cérémonies qui sont fixées dans le temps, comme les scrums, les rétros, les revues, bien, on s'est gardé une flexibilité de dire hey, on a besoin maintenant de se faire une session. Sarah Pascal, Audrey et moi, ben go, on se book un 15 minutes, on le fait. Donc, on n'a jamais enlevé ça. Puis, on arrive toujours avec un peu une vue de dire OK, voici mon angle que moi j'ai, mais voici l'objectif, voici le constat, comment on s'assure de continuer à aller vers l'objectif ensemble, tout simplement. C'était très, très précieux, ce que tu viens de dire là, Marie-Ève. Oui, puis si je peux ajouter aussi, dans le fond, on vous a parlé de nos cérémonies qu'on a à chaque semaine, chaque mois, chaque quart, on se fait des objectifs par quart, mais on se garde tout le temps justement le droit de revenir là-dessus. Il n'y a rien de coulé dans le béton, puis ça, c'est vraiment quelque chose de beau dans une équipe, de pouvoir se revirer sur un scène, d'être ouvert au pivot, si c'est pas ce qui sert le plus l'entreprise, pourquoi se commettre à faire quelque chose puis le finir si c'est pas ça qui va nous aider finalement. Fait que ça, on est super ouvert à ça, puis on se garde une structure parce que c'est vraiment pratique aussi pour une équipe distribuée d'avoir des moments de communication. Mais c'est ça, s'il y a quelque chose qui survient puis on se rend compte qu'on n'est pas dans la bonne track, dans la bonne direction, ben, tout le monde est super ouvert à, justement, grâce à l'agilité, de se revirer puis de trouver une solution tout le monde ensemble. Puis le RevUp, c'est pas non plus arrivé chez Nexap du jour au lendemain en sachant quoi faire, là. On a fait beaucoup d'expérimentation et d'itération, là. Au départ, on était toutes des équipes séparées. Le marketing ne travaillait pas nécessairement avec l'équipe des ventes. L'équipe d'Axify était totalement séparée de Nexap. On a essayé de créer une combinaison Axify et Nexap qui finalement s'est reséparée. Fait que je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses parce que c'est en expérimentant qu'on découvre aussi puis qu'on découvre si finalement ça fonctionne ou pas, là. Puis au sein même des initiatives qu'on met en place, on essaie de se donner des objectifs qu'on va garder parce qu'on sait qu'ils sont fondamentaux, mais les initiatives, des fois, qu'on met en place, elles peuvent évoluer si le contexte change, si les besoins changent. Fait que je pense que c'est important de se permettre de faire ça, toujours en gardant un peu une vision. Puis parce que des fois, il y a une métaphore intéressante, là, tu sais, un voilier va toujours aller dans une direction, il va aller dans sa destination, mais il va quand même faire certains virages pour éviter les températures. Fait que, tu sais, c'est pas de changer tout le temps d'idée, c'est de garder le cap, mais quand même de se permettre de prendre des chemins plus simples des fois. Fait que, il faut pas avoir peur du statu quo, puis faut avoir peur du statu quo, puis se permettre de se challenger, puis évoluer, parce que on a beaucoup, notre manière de définir nos objectifs a évolué dans le temps, puis c'est parfait comme ça, parce qu'on serait pas là si on l'avait pas fait, là. S'il y a des équipes qui nous écoutent qui sont plus grosses ou qui sont plus de type paquebot que voilier, qui sont plus dures à faire tourner, mettons, ça se peut quand même, là. Mais sachez que, c'est pas de tout mettre aux poubelles puis recommencer à chaque 2 semaines, là. C'est juste de, s'il y a des petites choses qu'on voit, on a des doutes, on veut essayer quelque chose de nouveau, c'est se donner cette liberté-là de juste l'adresser en équipe, puis voir ce qui est possible de faire, de reprioriser, etc. Les fameuses questions clés, c'est quoi ton besoin, puis qui quand? nos questions thématiques. Est-ce que, Marie-Ève, tu voudrais nous mettre le nom de la pyramide que tu as nommée aussi tout à l'heure dans le chat? Ah mon Dieu, il y a ça, puis il y a le modèle de Tuckman aussi qui est vraiment super intéressant. Sérieux, quand vous rentrez dans la psychologie des équipes, ça s'applique dans tous les domaines, c'est absolument incroyable. Puis on le sait tout, on le fait tout, mais on ne met pas tout le temps des mots là-dessus. Donc, je vais vous les mettre dans le chat. Yes, merci beaucoup, beaucoup. J'aimerais ça peut-être vous poser des questions justement liées au fait que vous travaillez évidemment en équipe tout ensemble, mais spécifiquement à vos rôles. Audrey, comment est-ce que les RevOps influencent la façon dont tu mènes tes stratégies de contenu?
Ça influence tout. Mais honnêtement, oui, ça influence pas mal tout, là, dans le sens que c'est ça, tu sais, je parlais de plus traditionnellement, tu sais, au marketing, on créait nos propres choses, on avait quasiment notre persona marketing, puis les ventes avaient leur persona vente, puis personne ne se parlait, puis on créait des outils qui n'étaient pas utilisés, puis eux, ils créaient leur propre version PDF pas bien brandée, puis tu sais, c'est comme personne ne se parlait. Fait que là, c'est sûr que ça change tout dans le sens que on a des bases vraiment plus communes, qui fait en sorte que quand on crée quelque chose, on ne le crée pas de notre côté avec seulement notre stratégie marketing à nous. Dans le fond, on s'en va justement, comme Marie-Ève disait, demander le besoin de la personne. Est-ce que ça répond à ton besoin? Toi, c'est quoi, au bout du compte, ton objectif avec ça, avec ce contenu-là qu'on doit créer? C'est à qui on parle? Il est rendu où dans son processus? On se parle vraiment plus de ces choses-là pour essayer de créer du contenu plus pertinent. Fait que sans dire que c'est parfait en ce moment, puis qu'on crée le contenu parfait pour chaque personne tout le temps, mais qu'on essaie d'itérer là-dessus, puis de justement créer des choses qui ont plus de valeur pour toute l'équipe là, versus seulement une partie du marketing ou une partie des ventes. Je trouve ça super intéressant et aussi à quel point le buyer's journey est encore important là-dedans. Parce que pourquoi je dis encore? Parce qu'on a beaucoup entendu parler d'inbound marketing dans les dernières années, d'inbound sales. Le mot inbound était très, très présent. Puis si on pense juste, mettons, à l'écosystème HubSpot, c'est comme le mot fort. Puis là, dans les dernières années, tranquillement, c'est fait remplacer un petit peu par les RevOps. Mais on voit à quel point il y a des parallèles entre les deux. Ce que moi, je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'on dirait qu'avec tout ce qui était le inbound, avant, on s'intéressait beaucoup justement au buyer's journey, puis il était encore très, très important. Mais là, on dirait que les RevOps, puis de ce que tu me dis en ce moment, ajoutent aussi le fait des départements de l'entreprise en elle-même. Fait que ça reste tellement plus organique de le faire comme ça que de se dire, justement, on va penser juste à nos clients, puis on ne va pas penser, mettons, aux besoins des différents départements. Là, c'est tellement plus englobant, puis je suis certaine que ça a des meilleurs résultats de le faire de cette façon-là. Fait que très extraordinaire. Merci beaucoup, Audrey. Sarah Pascal, toi, comment est-ce que ça influence, comment ça a eu un impact là, du côté de l'expérience client des ventes? Oui, en fait, c'est intéressant parce que on joue un peu les deux rôles, là. David et moi, on est à la fois aux ventes, fait qu'on fait le développement des affaires, la vente auprès du client, puis après ça, on accompagne le client comme chargé de compte dans leur processus. Fait que on a quand même une chance, c'est-à-dire qu'on voit le client dans son processus de vente, puis au sein de son processus projet. Mais ce qu'on se rendait compte souvent, c'est que ce qui est difficile parfois, c'est la passation en mode des ventes au mode projet ou des ventes vers, après ça, la prochaine étape. Et ce qui a été, je pense, clé dans la dernière, dans le corps actuel, c'est la relation qu'on a créée avec notre équipe de prod. Donc, tu sais, nous, on fait des ventes, mais après ça, ce qu'on doit livrer doit être représentatif de ce qu'on a vendu auprès des équipes. Puis seul le customer success, en fait, on n'a peu de contrôle dessus parce que 90% du projet va être réalisé par les équipes. Fait que nous, on a bien beau promettre n'importe quoi au client, si après ça, ce qu'on promet n'est pas réalisé par les équipes en production, on est zéro aligné, puis finalement, l'expérience client, elle ne sera pas exceptionnelle. Puis nous, dans l'équipe le plus RevOps, on n'a quasiment, dans le fond, aucun contrôle sur l'expérience du client en tant que tel qui est donné par nos équipes d'experts, dans le fond. Fait que ce qu'on a réalisé, c'est l'importance, dans le fond, d'inclure nos experts, nos gens dans l'équipe production, qu'on appelle, dans le buyer journey plus tôt. Fait qu'on les inclut dans le processus de vente pour que, premièrement, eux aussi puissent être impliqués dans le processus de qualification, du coup, dans le volet plus technique, puis puissent donner déjà une visibilité sur comment ça va se passer concrètement, le projet. Puis, en mode projet, on est en train de vraiment créer un alignement pour se positionner de manière stratégique chez le client. Moi, comme chargée de compte, je me positionne auprès souvent du stakeholder ou du sponsor qu'on appelle donc le payeur. Mais après ça, comment on fait pour, dans les équipes, faire rayonner nos initiatives puis s'assurer qu'on est aligné avec les objectifs d'affaires du client? Bien, ça, c'est les équipes qui vont pouvoir avoir un impact là-dessus. Donc, tu sais, si moi, je suis capable d'obtenir les objectifs d'affaires du sponsor, puis qu'après ça, je suis capable de partager ça dans nos équipes, puis que ça peut comme se découler auprès de nos engineering managers, nos directeurs d'ingénierie, puis de nos équipes, on arrive avec différentes strates d'influence
où là, on peut vraiment faire rayonner nos initiatives puis démontrer qu'on se positionne de manière stratégique auprès des clients. Fait que pour ma part, au niveau des ventes Customer Success, c'est vraiment la relation avec les équipes de production qui nous permet d'offrir une expérience client vraiment intéressante, plus que juste de le dire, parce que c'est pas nous qui réalisons, dans le fond, les projets. Oui. Donc, c'est beau qu'il y ait cette synergie-là entre ce qui se passe avant et après, là, finalement, puis que ce soit finalement juste un pendant, là, plutôt. Est-ce que tu vois un avant et après de cette avant quand vous faisiez les choses d'une façon différente, puis maintenant, depuis que vous avez commencé à faire ça? Ah, totalement, totalement. Je pense que avant, parfois, on vendait quelque chose, puis après ça, au niveau de l'équipe de prod, il y avait peut-être un malentendu sur ce qui avait été vendu versus la réalité au sein de l'équipe. Puis également, je pense que, comme je disais tantôt, se positionner de manière stratégique, c'est dans les équipes, en fait, là, que l'influence peut se faire voir. Donc, c'est nos équipes qui vont pouvoir mettre des initiatives en place, démontrer, dans le fond, l'apport qu'elles ont. Puis avant, je pense qu'il y avait comme l'implication de positionnement stratégique. Les équipes n'étaient pas outillées pour le faire, donc elles réalisaient super bien leur mandat. Mais comment on fait après ça pour, au-delà de réaliser le mandat, s'assurer que ce qu'on fait nous permet que le client nous trouve indispensable, dans le fond, puis qu'il veuille revenir avec nous, là. Fait que c'est ce nouveau positionnement-là stratégique qui nous permet je pense, de se démarquer. Mais encore là, c'est quelque chose qui se fait sur des mois de travail, là. C'est vraiment une culture d'entreprise là, qui a évolué là, beaucoup là, au cours des derniers mois. Mais je pense que tout le monde travaille vraiment dans la même direction. On rame tous dans le même sens. Ce qui fait que le voilier avance. Hein? Exact. Excellent. Marie-Ève, toi, comment est-ce que ça influence ton quotidien depuis que vous travaillez en version RevOps, si on veut? Ah, écoute, pour faire une parenthèse bateau, je suis passée d'un kayak à embarquer sur le voilier. Donc, littéralement, en fait, c'est qu'au début, quand je suis arrivée, je faisais les outreach, je faisais la vente, je faisais l'onboarding, je faisais le soutien. Mais au niveau justement du outreach, de dire allô, je suis product specialist, tu connais peut-être pas Nexap, mais on développe Axify. C'était très difficile pour faire le positionnement. Puis l'aspect OK, je vois ce que ça peut faire et je comprends la pertinence de tes conseils. C'était vraiment plus difficile de l'amener. Là où RevOps a aidé énormément, c'est toujours dans l'optique de briser les silos puis d'amener justement les membres de l'équipe à collaborer avec nous pour supporter le client puis montrer toute la valeur justement de notre plateforme. Ça a fait une énorme différence. C'est vraiment là où est-ce qu'on a eu un boom en fait en termes de volume d'utilisation. Les feedbacks utilisateurs aussi, le discovery qu'on a fait avec l'équipe produit. Donc, ça a amené vraiment une belle proximité. Puis, à l'interne, ça a permis justement à nos engineering managers, quand vient le temps de s'aligner justement avec le client puis de le supporter et de dire, gars, c'est pas seulement à cause de mon expertise, c'est parce que j'ai des données en arrière qui me permettent de backer mes propos. Donc, pour un client, pour un payeur, de dire, OK, je comprends qu'en faisant affaire avec vous, non seulement vous me livrez ce que j'ai de besoin dans les temps et avec une bonne qualité, mais vous avez une influence à long terme. Oui, je veux rester, oui, je veux renouveler. Puis, c'est là où est-ce qu'on parle pratiquement plus de partenariat avec nos clients que juste du transactionnel pur et dur. Okay. C'est intéressant, ça veut dire que les clients aussi, les metrics sont aussi du côté client, sont utilisés aussi du côté client. Là, honnêtement, c'est impressionnant. Puis pour notre outil, d'ailleurs, s'il y en a qui sont curieux, visitez notre site, vous pouvez booker un appel avec moi, ça me fera plaisir. Mais on amène de la visibilité sur différents niveaux. Donc, on aide autant les équipes au quotidien qu'au niveau plus manager. Donc, aider à gérer les attentes des clients, les discussions avec les stakeholders, mais aussi bien prévoir, protéger l'équipe, mais assurer la croissance. Si on ne sait pas sur quoi on travaille puis quel est le résultat concret des initiatives qu'on a mis en place, c'est vraiment difficile de prendre les bonnes décisions pour le futur aussi. Là. C'est génial. C'est très, très sage tout ce qu'on entend aujourd'hui, je pense, pour les gens qui décident de faire un virage RevOps. C'est génial. Est-ce que, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu, avant de prendre des questions du public, là, puis d'ailleurs, si jamais les gens voulaient commencer à en écrire aussi, je sais qu'on en a eu quelques-unes tout à l'heure. Si jamais vous voulez en écrire aussi, c'est le bon moment.
j'aimerais qu'on parle un peu du choix technologique. Il y a quand même plusieurs outils qui ont été nommés depuis tout à l'heure, puis ça, c'est extraordinaire. Je pense que le tech stack des entreprises est de plus en plus important. D'ailleurs, les gens, des fois, sont comme, on utilise 2-3 technologies dans l'entreprise, mais en réalité, c'est tellement plus grand, là, le nombre de technologies qui sont utilisées dans une entreprise. Là. Je ne me souviens pas exactement c'est quoi la moyenne, mais il me semble qu'on est plus dans du 20, 25, c'est pas du 30 par entreprise en montant. C'est quoi les technologies que vous avez choisies pour les RevOps, si on veut, dans l'entreprise? 20 apps en moyenne. Merci beaucoup. Mais je pense qu'on est quand même lean, nous, de notre côté, parce que je pense pas qu'on en utilise 20. Si on commence à... on a plus que 5 en tout cas. Ça s'accumule vite, là, mais je pense que principalement, RevOps, on utilise HubSpot parce que c'est notre CRM. Fait que, tout ce qu'on a nommé en termes de lead, MQL, SQL, opportunité, deal, tout ça, c'est toutes des choses qu'on calcule là-dedans parce que c'est notre base de données principale pour tout ça. Mais je sais que Marie-Ève aussi, intéressant de ton côté, vu que tu regardes l'utilisation de la plateforme en tant que telle, là, qui sont vraiment intéressantes à mentionner. Oui, ben en fait, dans la lignée des outils qu'on essaie d'arrimer autant que possible avec le CRM pour donner une vue globale, côté service et Axify, on a Zendesk pour utiliser notre système de biais, avoir un peu un portail client qui centralise les demandes. Là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on voit les réponses au sondage de satisfaction du soutien. Donc, tu sais, si je me mets dans la peau de Sarah Pascal qui dit, ben moi, ça a été super bien avec mon client, mais que pour une raison X, on verrait passer une mauvaise réponse au niveau du sondage de satisfaction pour le biais, ben, elle, ça lui permet de rapidement avoir le contexte et prendre action. De mon côté, un peu similaire, mais avec Pendo, qui est un outil de suivi des habitudes d'utilisateurs directement dans notre application. Donc, si je vois un client qui était super content, qui utilisait fréquemment et qui soudainement n'utilise plus du tout la plateforme et risque de churn, on embarque directement sur le téléphone, voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Ça nous permet d'être très, très proactif. Mais ça aurait pu être un churn zero de ce monde aussi qui s'intègre également avec HubSpot. Là. Ça aurait pu être, ou peut-être même Gainsight si certains d'entre vous sont familiers avec ces outils-là. C'est génial. S'il y en a d'ailleurs qui veulent nommer des outils, Pendo aussi, tout dépendant comment tu l'écris, c'est comme P-A-N-D-O. P-E-N-D-O. P-E-N-D-O, excellent. On pourra découvrir. Puis aussi, Audrey a mis le lien dans le chat, mais allez voir Axify. Ce que Axify fait aussi. Je pense parce que avec ces indicateurs-là aussi, on est dans l'indicateur dans Axify aussi, je pense que ça devrait faire partie des tech stacks aussi. Ben oui, Axify, dans le fond, est dans notre tech stack de NextApp pour les équipes de développement, là, dans le fond. Fait que, tout dépend, vous êtes dans quelle industrie, dans quel domaine. Mais si vous êtes une équipe de développement, Axify peut vous aider à suivre plusieurs métriques d'amélioration continue. C'est génial. Ben, je prendrais peut-être des questions du public, si on en a. Je sais qu'on a touché à beaucoup, beaucoup de sujets. Si jamais il y a des questions que vous avez spécifiquement, c'est le bon moment. Puis je pourrais même vous les donner de vive voix. Là. Je peux aussi, on a moyen avec la plateforme de le voir. S'il n'y en a pas aussi, c'est que je vais prendre pour acquis que c'était super clair. Là. Moi, je pense que j'ai beaucoup appris, là, du moins en discutant avec vous, mesdames. Y a-t-il des choses, Nicolas, toi, par rapport à... Parce que je sais qu'on pourrait parler de RevOps pendant très, très, très longtemps. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais aimé ajouter par rapport à ce que tu as présenté au début? Puis, pas nécessairement, à part que j'ai remarqué qu'on a beaucoup parlé de l'étape 3, qui est comme un peu la modélisation des données. Dans le fond, si vous voulez, je peux vous montrer une petite slide là, qui résume plus ou moins ce qu'on vient de parler. D'une manière très théorique, on s'entend, mais... Ça s'en vient. OK. Comme vous pouvez voir là-dessus, ça c'est le modèle de données quand on identifie. Vous remarquerez que le Buyer's Journey a changé. À cette heure, on ne se limite plus juste à Awareness, Education, puis la sélection ou la décision. Ça va au-delà. On a parlé tantôt du lien entre le transfert d'informations entre une fois que c'est vendu, comment ça se passe de l'autre côté. Dans la philosophie RevOps, c'est extrêmement crucial. Là, évidemment, il y a des données là-dessus. Dans le fond, il y a des points, il y a des benchmarks là, comme VM1, VM2, VM3, VM4. C'est comme les moments de conversion clés. À l'intérieur, c'est les données qu'il faut aller chercher pour calculer un peu c'est quoi nos leverage à ce niveau-là. Mais justement, en gros, c'est la version théorique de ce qui est expliqué concrètement par Netsap depuis tout à l'heure. Donc, s'il y en a qui voulaient comme le visualiser. Tantôt, on parlait aussi
de le time to live qui a un impact, la durée du contrat, puis quand c'est prêt, quand il y a un impact récurrent, quand il y a un maximum d'impact. Puis, vous remarquerez là, en gris pâle derrière, là, l'espèce de tornade, là, c'est parce que ça, c'est pour démontrer que c'est pas une ligne. Les gens, ils vont se promener, ils vont revenir en arrière, ils vont retourner, puis bref, ça se passe pas streamline, là, comme, comme des fois la théorie voudrait nous faire croire. Là, fait. Ça ne se passe jamais en streamline, je pense. Exactement. L'affirmer, c'est peut-être la seule certitude. Ça ne se passera pas comme on l'a prévu nécessairement au jour 1. Ça serait Absolument, ce serait beaucoup trop facile. Excellent. Donc, merveilleux. Est-ce qu'il y a des choses, vous, mesdames, que vous auriez aimé ajouter qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, que vous dites, il me semble que ça, il faudrait absolument que je partage cette information avec les gens qui vont l'écouter, peut-être maintenant aussi, le webinaire, mais par la suite, également dans le futur? Ben, moi, j'aimerais juste ajouter, puis c'est pas... ça a un lien avec le RevOps, oui et non, là, mais on parle beaucoup de propositions de valeur. Puis dans le domaine technologique, au niveau du service, c'est facile pour Nexap. Ben, en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises où, du moins, nous, on essaye de se démarquer en se disant, ben, Nexap, c'est pas juste du prêt de talent. Là. On fait pas juste prêter des experts pour fournir des services en développement logique. C'est vraiment développer un produit qui va avoir de l'impact, puis outiller les équipes à mieux collaborer. Fait que la proposition de valeur est super importante. Puis, tantôt, Nicolas, tu présentais les modèles d'affaires, pay for what you get, abonnement, puis etc. Puis, on est en train de changer de modèle d'affaires, justement, parce qu'on veut plus s'orienter vers l'atteinte des objectifs de nos clients. Puis, je pense que bien souvent, des fois, on ne prend pas le temps de... On va beaucoup dans le comment, puis les clients ont souvent tendance à venir voir une entreprise de service et dire « Voici ce que j'ai de besoin ». Mais ce qu'on essaie de comprendre, puis d'aller chercher, c'est quoi les objectifs qu'on veut atteindre. Puis nous, on va être les meilleures personnes pour savoir qui mettre sur votre projet, comment vous proposer la composition d'équipe idéale pour répondre à votre objectif. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement ce que le client pense initialement qui va être la meilleure solution. Mais en comprenant son objectif d'affaires, en comprenant qu'est-ce qu'il veut accomplir, puis c'est quoi ses critères de succès, bien, on va être capable, nous, de suivre ça puis de lui proposer la meilleure solution pour le faire. Donc, on vient vraiment changer la perception du prêt d'experts, de prêt de ressources, en création de valeur, puis suivi de l'évolution, dans le fond, de l'atteinte des objectifs. Donc, ça vient totalement changer le mindset, puis ça vient aussi changer notre modèle d'affaires. Donc, on devient de moins en moins en mode temps fait, temps payé, au taux horaire, mais plus sous forme d'un budget mensuel avec une visibilité sur l'évolution puis l'atteinte d'objectifs. Fait que c'était juste pour mentionner, dans le fond, que je pense que la proposition de valeur devrait être vraiment au cœur de toutes les communications, marketing, vente, customer success, puis que ça peut venir même changer votre modèle d'affaires. Puis je pense que ça a un gros impact pour vous positionner là, de manière stratégique auprès de votre marché puis de vos concurrents. Puis c'est ce qu'on est en train de faire. Puis c'est ce qu'Accessify aussi nous permet de faire. En ce moment, on mesure le output, fait que beaucoup les processus au niveau des équipes de performance, au niveau de la performance des équipes de développement. Et ce qu'on veut aussi éventuellement arriver à faire, c'est de mesurer l'outcome. Fait que quels objectifs on atteint grâce à l'optimisation de notre performance en tant qu'équipe. Fait que je pense que le outcome puis l'atteinte de résultats, c'est ce que les gens cherchent, puis c'est ça pourquoi ils veulent acheter aussi. Ils veulent des résultats, ils veulent pouvoir démontrer un ROI, un Return on Investment. Fait que je pense que c'est ça qui va faire que votre entreprise va se démarquer puis va pouvoir aller chercher des clients potentiels. Donc, focusser sur les objectifs puis pas trop sur le comment. Je pense que c'est comme mon point. Voilà. J'adore ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup une question d'écoute là-dedans, hein, des entreprises qui écoutent ce que les gens ont. Parce qu'en fait, de tout ce qu'on a dit depuis le début, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça aussi d'écouter ce que l'équipe dit, mais ce que les clients veulent réellement, plutôt que de positionner peut-être une offre qui part juste de l'entreprise, mais qui ne résonne pas tant que ça. L'écoute me semble très primordial dans les RevOps de tout ce qu'on a dit à date, là. Puis
justement pouvoir ajuster les choses en fonction de ça. Fait que, excellent. Merci beaucoup, Sarah Pascal, pour ça aussi. Je pense que c'est très, très précieux. C'est aussi, moi, à date, de toute la discussion qu'on a eue, là, je trouve tellement que il y a eu plusieurs moments que je me suis dit, ça, si la personne entend juste ça de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, déjà, ça va faire toute la différence. Puis j'ai eu des moments comme ça, peut-être comme 30 fois durant les discussions. Je vous remercie, mesdames. J'ai l'impression que c'était extrêmement pertinent, tout ce que vous avez dit. Puis Marie-Claude le souligne dans le chat, mais très actuel aussi avec ce qu'on a. On est dans une période, je crois que les entreprises sont en grande transformation avec tout ce qui se passe là, autour. Puis c'est crucial là, qu'ils puissent entendre ce que vous avez dit aujourd'hui. Vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on avait dans le chat? Si je peux bouncer sur quelque chose qu'Amy a indiqué dans le chat, tout faire sans retour en arrière me semble impossible. Tout faire sans retour en arrière, je suis 100% d'accord, mais sans prendre de pause aussi puis prendre le temps de s'inspecter. Que ce soit pour nos propres initiatives, nos propres objectifs, que ce soit pour le processus. Se mesurer, ça fait peur parce que ça peut être une forme de réalisation que j'ai perdu du temps. C'est du temps qui n'est jamais perdu parce que justement, c'est de l'apprentissage, c'est de l'expérimentation. Puis c'est un clin d'œil à Axify encore. Des fois, on dit « Ah, on est trop occupé, on n'a pas le temps de s'améliorer. » Non, c'est pas vrai. Si on veut atteindre un outcome, si on veut atteindre un résultat, on n'a pas le choix d'inspecter pour l'avoir. Puis c'est la seule façon de grandir, d'apprendre de ça aussi, puis éventuellement de peut-être inspirer d'autres personnes. Nous, on veut aider les gens à partir des produits qui ont l'impact, mais on croit vraiment à soutenir l'industrie du développement logiciel. Puis au Québec, on a des beaux produits, on a un super de bon mindset en continu aussi. Puis je pense que c'est quelque chose qui est ressorti chez plusieurs des gens avec qui on a interagi, puis même en interview utilisateur avec Audrey, les gens qui disent hey, « j'ai pris le temps de prendre une pause, de regarder, puis de me réguler, puis de dire « OK, c'est vraiment là-bas que je vais aller, je prends une petite tangente, mais mon voilier continue d'aller de l'avant avec ça. » C'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, pour vrai, d'avoir été aussi généreuses dans vos apprentissages, d'avoir partagé aussi vraiment toutes les directions que ça a pu prendre, tout ça. Gros merci d'avoir été avec nous, vraiment, aujourd'hui. Merci à tout le monde aussi qui a assisté. Je sais qu'il y a des gens qui vont le réécouter plus tard. Il y a plusieurs personnes qui ne pouvaient pas être avec nous, qui s'étaient inscrits et qui m'ont demandé l'enregistrement. Donc, je sais que ce moment-là va continuer à vivre aussi plus tard. Un gros merci. Merci à tous. Merci à vous deux. Merci. Plaisir. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta présentation aussi avant puis tes interactions. Toujours aussi pertinent. Ouais, merci. Ça va être une belle journée, tout le monde. Puis, soyez prudents si vous allez sur les routes. Bonne journée.